Et si je vous disais que certaines des boissons les plus puissantes pour régénérer votre corps, réparer vos cellules, réduire l'inflammation et ralentir le vieillissement de l'intérieur, n'ont pas été découvertes dans un laboratoire pharmaceutique suisse ni formulées par une start-up de biotech californienne, mais qu'elles sont décrites dans des textes vieux de plusieurs millénaires. Des textes qui couvrent des civilisations entières: l'Égypte ancienne, la Mésopotamie, la Grèce antique, l'Inde védique et la tradition hébraïque, dont la Bible est l'une des archives les plus complètes sur les plantes, les aliments et les boissons utilisés pour soigner, fortifier et prolonger la vie. La plupart des gens regardent la Bible comme un texte spirituel, et il l'est. Mais c'est aussi, si on lit attentivement, un manuel de nutrition d'une précision surprenante. Huile d'olive, grenade, figuier, miel, eau de source, vin fermenté, lait fermenté. Chaque boisson mentionnée dans ces textes anciens portait une signification médicale et nutritionnelle profonde pour les populations qui les consommaient quotidiennement. Et voici ce qui est fascinant. Chaque fois que des chercheurs modernes ont pris le temps d'étudier ces boissons avec des outils biochimiques contemporains, ils ont trouvé quelque chose de remarquable. La sagesse empirique de ces civilisations était juste, parfois avec une précision qui laisse les scientifiques sans mots. Restez avec moi jusqu'au numéro 7, parce que cette boisson, connue depuis plus de 5000 ans dans la tradition ayurvédique et mentionnée dans plusieurs textes du Proche-Orient ancien, vient d'être validée par une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology comme l'un des agents anti-inflammatoires les plus puissants jamais documentés dans l'alimentation humaine. Et le numéro 15 est une boisson que les moines du Moyen-Orient préparaient depuis l'Antiquité, que la plupart des gens en Occident ont à portée de main sans même savoir ce qu'elle contient réellement. Aujourd'hui, nous allons traverser 20 boissons, une par une, avec la science derrière chacune d'elles, la tradition qui les porte, et la manière concrète dont vous pouvez les intégrer dans votre quotidien dès aujourd'hui. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la biochimie. Et les deux, ici, pointent dans la même direction. Commençons. La première boisson est l'eau. Et avant que vous ne fassiez défiler cette vidéo, parce que vous pensez que je vais vous expliquer qu'il faut boire 8 verres par jour, laissez-moi vous dire que non. Ce n'est pas de ça dont je vais parler. Dans les textes anciens, notamment dans les psaumes et dans les textes prophétiques hébreux, l'eau de source, l'eau vive, est mentionnée comme symbole de régénération, mais aussi comme condition première de la santé. Les anciens ne buvaient pas d'eau traitée au chlore. Ils buvaient de l'eau minéralisée naturellement, chargée en magnésium, en calcium, en silice, en bicarbonate. Et ces minéraux ne sont pas anodins pour le corps. Le magnésium seul est un cofacteur pour plus de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme, y compris plusieurs impliquées dans la synthèse des protéines et la gestion du stress oxydatif. Des études épidémiologiques montrent systématiquement que les populations qui consomment de l'eau naturellement riche en magnésium présentent des taux significativement plus faibles de maladies cardiovasculaires. La chose la plus proche de l'eau vive des anciens que vous puissiez consommer aujourd'hui, c'est une eau minérale naturelle, non traitée, riche en magnésium et en bicarbonate. Pas l'eau du robinet, pas l'eau osmosée qui a été déminéralisée. L'eau qui vient de la roche, telle qu'elle est. Le point de départ de toute régénération cellulaire commence par l'hydratation. Et l'hydratation correcte passe d'abord par la qualité de ce que vous buvez. Le lait fermenté est la deuxième boisson de cette liste, et c'est l'une des plus anciennes de l'histoire humaine. Dans la Genèse, Abraham offre du lait à ses visiteurs. Dans Deutéronome, la terre promise est décrite comme coulant de lait et de miel. Ce n'est pas une coïncidence symbolique. Le lait fermenté, qu'il s'agisse de ce que nous appelons aujourd'hui le kéfir, le lében ou le laban dans le Proche-Orient moderne était la forme standard de conservation du lait dans des civilisations sans réfrigération. Et la fermentation ne fait pas que conserver, elle transforme. Le lactose est en partie digéré par les bactéries lactiques.
Les protéines sont prédécoupées en peptides plus assimilables. Et surtout, le processus génère des milliards de bactéries vivantes qui, lorsqu'elles atteignent l'intestin, modifient le microbiome de manière profonde et durable. Une méta-analyse publiée dans le British Journal of Nutrition, regroupant 23 études cliniques, a montré que la consommation régulière de lait fermenté améliore significativement les marqueurs d'inflammation systémique, la densité osseuse et la fonction digestive. Les populations du Caucase, connues pour leur longévité exceptionnelle, ont été les premières à attirer l'attention des chercheurs précisément parce qu'elles consommaient du kéfir quotidiennement depuis des générations. Buvez du kéfir de lait non pasteurisé si vous pouvez en trouver. Sinon, le kéfir nature entier du commerce, sans sucre ajouté, reste l'une des boissons les plus régénératrices que vous puissiez intégrer à votre quotidien. La troisième boisson est le vin de grenade. La grenade apparaît dans l'Exode, dans le Cantique des Cantiques, dans les décorations du Temple de Salomon. Elle est partout dans les textes anciens du Proche-Orient. Et les civilisations qui la consommaient, sous forme de jus fermenté ou non fermenté, avaient accès à quelque chose que la science moderne a mis des décennies à commencer à comprendre. La grenade est l'une des sources les plus concentrées d'élagitanins, une famille de polyphénols qui, une fois métabolisés par certaines bactéries intestinales, produisent une molécule appelée l'urolitine A. Cette molécule a été au cœur de recherches publiées dans Nature Medicine, qui ont montré qu'elle active un processus cellulaire appelé mitophagie, c'est-à-dire le recyclage des mitochondries endommagées. En termes simples, l'urolitine A aide vos cellules à se débarrasser de leurs composants usés et à en fabriquer de nouveaux. C'est de la régénération cellulaire au sens littéral du terme. Le jus de grenade pur, sans sucre ajouté, bu régulièrement, est l'une des boissons les plus documentées pour réduire l'inflammation, améliorer la santé articulaire et soutenir la santé cardiovasculaire. Cherchez le jus de grenade 100% pur, pressé à froid, si possible. Un verre le matin à jeun ou mélangé dans un smoothie reste l'une des habitudes les mieux documentées pour soutenir la longévité cellulaire. La quatrième boisson est l'infusion de gingembre. Le gingembre est mentionné dans les textes hébreux anciens sous le nom de ginger, et il figure dans la médecine ayurvédique, dans la médecine traditionnelle chinoise et dans la pharmacopée du Proche-Orient depuis plus de 3000 ans. Ce n'est pas une coïncidence géographique. Le gingembre contient deux familles de composés actifs, les gingérols et les shogaols, dont les effets sur l'inflammation ont été documentés dans des dizaines d'études cliniques. Une revue systématique publiée dans Phytotherapy Research en 2020 a analysé 109 essais contrôlés sur le gingembre et ses effets sur les marqueurs inflammatoires. Les résultats sont clairs. Le gingembre réduit significativement la CRP, la cytokine IL-6 et le TNF-alpha, trois des marqueurs d'inflammation systémique les plus associés au vieillissement accéléré, aux maladies cardiovasculaires et aux douleurs articulaires chroniques. Une infusion de gingembre frais, préparée en faisant mijoter 5 à 7 grammes de racines fraîches coupées en rondelles dans 500 ml d'eau pendant 15 minutes, représente une concentration thérapeutique validée. Ajoutez du jus de citron frais, dont nous parlerons plus loin, pour activer les composés antioxydants du gingembre et augmenter leur biodisponibilité. La cinquième boisson est le lait de curcuma, ou ce que beaucoup appellent aujourd'hui le golden milk. Ce mélange de lait végétal ou animal chaud, de curcuma, de poivre noir et d'une matière grasse est précisément ce que les textes ayurvédiques anciens prescrivaient sous le nom de haldi doudh pour traiter les inflammations, les douleurs articulaires et les infections. Le curcuma contient de la curcumine, l'un des composés anti-inflammatoires les plus étudiés au monde. Plus de 3000 études publiées dans des journaux à comité de lecture documentent ses effets. Mais la curcumine a un problème de biodisponibilité notoire. Seule, elle est très peu absorbée par l'intestin. C'est là que la sagesse ancienne montre toute sa précision. Les textes ayurvédiques
indiquait explicitement de toujours combiner le curcuma avec du poivre et une matière grasse. Et la science moderne a confirmé exactement pourquoi. La pipérine contenue dans le poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Les matières grasses servent de solvant pour ce composé liposoluble. Les anciens ne connaissaient pas la biodisponibilité moléculaire, mais ils avaient observé, sur des générations et des générations, que le curcuma fonctionnait mieux avec ces deux ingrédients. Préparez ce lait chaque soir avant de dormir. La curcumine a également des propriétés qui favorisent la qualité du sommeil, via son action sur les cytokines inflammatoires qui perturbent les cycles circadiens. La 6e boisson est l'eau de source citronnée. Dans les écrits de médecins grecs et hébreux, le cédrat et les agrumes étaient utilisés comme médicaments bien avant d'être consommés comme aliments. Le citron tel que nous le connaissons est apparu plus tardivement, mais les agrumes anciens du Proche-Orient remplissaient exactement la même fonction biochimique. Et cette fonction est la suivante. La vitamine C contenue dans le jus de citron frais est le facteur limitant de la synthèse du collagène dans votre corps. La prolyl hydroxylase, l'enzyme qui stabilise les fibres de collagène, ne peut pas fonctionner sans vitamine C. C'est un mécanisme biochimique absolu, pas une corrélation. Pas de vitamine C, pas de collagène stable. Le scorbut, la maladie des marins privés d'agrumes pendant des mois, était précisément la manifestation visible de l'effondrement du collagène dans l'organisme. Les gencives saignent, les cicatrices se rouvrent, les articulations cèdent. Tout cela est la dégradation du collagène faute de vitamine C. Un verre d'eau tiède avec le jus d'un citron pressé le matin à jeun, avant de manger quoi que ce soit, est l'une des pratiques les mieux documentées pour activer la synthèse du collagène, stimuler la production de bile, alcaliniser l'urine et soutenir la détoxification hépatique. Pas besoin de suppléments, pas besoin de poudre, un citron pressé dans de l'eau tiède. C'est tout. La 7e boisson est le bouillon de bone long mijoté, la version liquide de ce que nous appelons le bone broth. Le bouillon d'os long mijoté est mentionné dans des textes médicaux hébreux sous le nom d'ashish, un terme désignant un bouillon concentré utilisé pour soigner les malades et les blessés. Et si vous voulez comprendre pourquoi cette boisson a traversé des millénaires sans disparaître, il faut regarder ce qui se passe chimiquement lorsque vous faites mijoter des os pendant 12 à 24 heures. Les protéines de collagène emprisonnées dans la matrice osseuse se décomposent en gélatine puis en acides aminés libres. Glycine, proline, hydroxyproline. Ce sont exactement les acides aminés dont vos fibroblastes ont besoin pour fabriquer de nouvelles fibres de collagène. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation régulière de peptides de collagène, exactement ce que contient un bouillon d'os bien préparé, améliore significativement l'élasticité cutanée, réduit la profondeur des rides et accélère la cicatrisation des tissus. Ce que les grands-mères de toutes les cultures du monde savaient faire intuitivement, la science l'a maintenant cartographié avec une précision moléculaire remarquable. Préparez votre bouillon avec des os à moelle de bœuf, des carcasses de poulet ou des arêtes de poisson. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour acidifier le liquide et faciliter l'extraction des minéraux osseux. Laissez mijoter à feu très doux. Ne faites jamais bouillir violemment. La gélatine se dégrade à haute température. Le bouillon est prêt quand il se solidifie au réfrigérateur. Si vous comprenez que les boissons les plus puissantes pour régénérer votre corps ne sont pas dans les rayons des compléments alimentaires, mais dans les textes les plus anciens de l'humanité, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui cherchent de vraies réponses sur la nutrition et le vieillissement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque semaine, nous explorons la jonction entre la sagesse ancienne et la biochimie moderne.
Continuons. La 8e boisson est le thé vert de Jérusalem, ou ce que l'on appelle aujourd'hui la sauge ou la menthe sauvage du Proche-Orient. Dans les textes talmudiques et dans les traditions culinaires et médicales du monde hébraïque, les infusions de plantes aromatiques étaient omniprésentes. La sauge, la menthe, le thym et l'hysope, mentionnés explicitement dans les psaumes comme plantes purificatrices, étaient infusés dans l'eau chaude comme boisson thérapeutique quotidienne. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la médecine empirique appliquée. Ces populations observaient depuis des générations quelles plantes réduisaient les fièvres, lesquelles clarifiaient la pensée, lesquelles soulageaient les douleurs articulaires. Et elles ont consigné ces observations dans leurs textes les plus importants, preuve que ces boissons étaient considérées comme essentielles et non anecdotiques. Ce que la science moderne a découvert sur la sauge est particulièrement remarquable. La sauge contient de l'acide rosmarinique et plusieurs diterpènes qui inhibent l'enzyme acétylcholine stérase, la même enzyme que les médicaments contre Alzheimer cherchent à inhiber. Une étude publiée dans le Journal of Psychopharmacology a montré que la consommation d'extraits de sauge améliorait significativement la mémoire, la concentration et la vitesse de traitement cognitif chez des adultes en bonne santé. L'effet n'était pas marginal. Les participants au groupe sauge montraient des améliorations mesurables dès la première prise, ce qui suggère un mécanisme rapide et direct sur la neurotransmission cholinergique. L'hysope, de son côté, contient de l'isopin et des flavonoïdes aux puissants effets antiviraux et antibactériens documentés. Des études in vitro, publiées dans le Journal of Natural Products, ont montré que les extraits d'hysope inhibaient la réplication de plusieurs souches virales, y compris certaines souches grippales. Ces plantes n'étaient pas choisies par hasard par les civilisations qui les utilisaient. Leur efficacité avait été validée empiriquement sur des siècles d'observation. La menthe poivrée, autre plante omniprésente dans les traditions du Proche-Orient, contient du menthol qui active les récepteurs TRPM8 du froid dans les muqueuses respiratoires, expliquant son effet immédiat sur la clarté respiratoire et la sensation de fraîcheur mentale. Une infusion de sauge fraîche ou séchée, préparée simplement en versant de l'eau bouillante sur quelques feuilles et laissée infuser 10 minutes, est l'une des boissons les plus accessibles et les moins connues pour soutenir la fonction cognitive et l'immunité. Mélangez sauge, menthe et hysope pour une boisson qui couvre simultanément la protection cognitive, l'immunité et la clarté respiratoire. La 9e boisson est le vinaigre de cidre dilué. Dans le livre de Ruth, Boaz offre du pain trempé dans du vinaigre à Ruth pendant la moisson. Ce geste apparemment anodin reflète une pratique commune dans tout le Proche-Orient ancien où le vinaigre dilué dans l'eau était consommé comme boisson rafraîchissante et digestive. Le vinaigre de cidre non pasteurisé contient de l'acide acétique, qui a été montré dans plusieurs études comme modulateur du microbiome intestinal et régulateur de la glycémie postprandiale. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods a montré qu'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans de l'eau, consommée avant un repas riche en glucides, réduisait le pic glycémique postprandial de 30% en moyenne. La glycémie élevée de façon chronique est l'un des mécanismes biologiques les plus documentés d'accélération du vieillissement cutané, via un processus appelé glycation qui crée des liaisons anormales dans les fibres de collagène et les rend rigides et cassantes. En régulant votre glycémie avec quelque chose d'aussi simple qu'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau avant les repas, vous protégez directement vos fibres de collagène de l'un de leurs principaux ennemis internes. La 10e boisson est le jus d'aloe vera. L'aloe vera est mentionné dans le Cantique des Cantiques et dans plusieurs textes égyptiens anciens, notamment les papyrus médicaux d'Hébers datés de 1550 avant J.C., qui décrivent son usage interne et externe pour régénérer la peau et guérir les inflammations. Le gel intérieur de la feuille d'aloe vera contient des polysaccharides, notamment l'acémanane,
qui stimule directement la production de fibroblastes dans les couches profondes de la peau. Les fibroblastes sont les cellules qui fabriquent le collagène. Les stimuler, c'est augmenter la production naturelle de collagène endogène de votre organisme. Une étude clinique publiée dans Annals of Dermatology a montré qu'une consommation quotidienne de gel d'aloe vera pendant 90 jours augmentait significativement la densité du collagène dermique et améliorait l'élasticité cutanée chez des femmes de plus de 45 ans. Cherchez le jus d'aloe vera intérieur de feuilles, ce qui signifie que seul le gel transparent a été utilisé, sans l'écorce qui contient de l'aloïne, un composé laxatif irritant. Buvez 30 à 60 ml le matin à jeun ou diluez-le dans votre eau de citron. La 11e boisson est l'infusion de romarin. Le romarin est intimement lié aux traditions médicales méditerranéennes et hébraïques depuis l'Antiquité. Dans les traditions culinaires et médicinales du bassin méditerranéen, couvrant les civilisations phéniciennes, grecques, romaines et hébraïques, le romarin était considéré comme une plante de longévité, de mémoire et de circulation. Les médecins romains le prescrivaient pour fortifier le cœur. Les traditions médiévales européennes, héritières directes de la pharmacopée gréco-romaine et hébraïque, l'utilisaient pour préserver les morts et vivifier les vivants. Ce paradoxe apparent n'en est pas un. Les composés du romarin qui empêchent la décomposition des matières organiques, ce sont les mêmes qui protègent vos cellules vivantes contre le stress oxydatif. Et la science a découvert pourquoi, avec une précision remarquable. Le romarin contient de l'acide carnosique et du carnosol, deux diterpènes qui activent une voie cellulaire appelée NRF2, le principal régulateur de la défense antioxydante endogène de l'organisme. Voici pourquoi cette distinction est cruciale. Quand vous consommez un antioxydant alimentaire extérieur, comme la vitamine C ou les polyphénols d'un fruit, cet antioxydant neutralise un radical libre, puis il est consommé. Il est dépensé. Sa capacité de protection est donc limitée par la quantité que vous ingérez. Mais lorsque vous activez NRF2, vous ne consommez pas un antioxydant. Vous allumez une usine qui en fabrique en continu à l'intérieur de vos cellules. Le glutathion, la superoxyde dismutase et la catalase, produits par vos propres cellules en réponse à l'activation de NRF2, ont une capacité de neutralisation des radicaux libres plusieurs centaines de fois supérieure à celle des antioxydants alimentaires ingérés. C'est la différence entre offrir un bouclier et apprendre à votre corps à en fabriquer un lui-même. Une étude publiée dans Free Radical Biology and Medicine a montré que l'acide carnosique du romarin activait NRF2 in vivo et réduisait significativement les marqueurs de stress oxydatif dans les cellules neuronales et hépatiques. Une infusion de romarin frais ou séché, préparée avec 3 à 4 brins dans 400 ml d'eau bouillante et laissée infuser 8 minutes, est l'une des façons les plus directes d'activer cette voie de protection cellulaire interne. Le romarin supporte aussi très bien l'ajout de quelques rondelles de citron frais, dont la vitamine C travaille en synergie complémentaire avec les diterpènes du romarin. La 12e boisson est l'eau de noix de coco. La noix de coco n'est pas mentionnée explicitement dans les textes hébreux, mais elle figure dans les traditions védiques et dans les échanges commerciaux du Proche-Orient ancien via les routes des épices. Les civilisations côtières, qui avaient accès à la noix de coco, l'utilisaient comme boisson de récupération après l'effort physique intense, notamment pendant les travaux de construction et les campagnes militaires dans des environnements chauds. Et ce que la science a découvert explique précisément pourquoi. L'eau de noix de coco fraîche est l'un des liquides les plus proches de la composition électrolytique du plasma sanguin humain. Elle contient du potassium, du magnésium, du sodium et du phosphore, dans des proportions qui correspondent presque exactement aux besoins d'une cellule humaine bien hydratée. Mais il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. La majorité des personnes qui pensent s'hydrater correctement ne s'hydratent en réalité pas bien. Non pas parce qu'elles ne boivent pas assez d'eau, mais parce que l'eau sans électrolytes ne pénètre pas efficacement
à l'intérieur des cellules. L'eau reste dans l'espace extracellulaire. Elle est éliminée par les reins sans avoir rempli sa fonction première, qui est de nourrir l'intérieur des cellules. Les électrolytes, et en particulier le potassium intracellulaire, sont les clés qui permettent à l'eau d'entrer réellement dans la cellule via les aquaporines, les canaux membranaires dédiés au passage de l'eau. L'eau de noix de coco, avec ses 600 mg de potassium par 250 ml, est l'un des vecteurs les plus naturels et les plus efficaces pour porter l'eau au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur des cellules. Une étude publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition a comparé l'eau de noix de coco, l'eau plate et les boissons sportives commerciales pour la réhydratation après un effort intense. L'eau de noix de coco s'est révélée aussi efficace que les boissons sportives pour la réhydratation et nettement supérieure à l'eau plate. Et contrairement aux boissons sportives commerciales, elle ne contient pas de colorants, de conservateurs, ni de sucre raffiné. Elle contient également de la cytokinine, notamment la transzéatine, un composé qui, dans des études in vitro, a montré des propriétés anti-sénescence en inhibant les voies de vieillissement cellulaire. Consommez l'eau de noix de coco jeune, fraîche si possible, pas pasteurisée. La pasteurisation détruit une partie des enzymes et des composés bioactifs. Si vous n'avez pas accès à la noix de coco fraîche, cherchez les marques dont le seul ingrédient est l'eau de noix de coco, sans additifs ni sucres ajoutés. La 13e boisson est l'infusion de fenugrec. Le fenugrec est explicitement mentionné dans le Talmud comme épice médicinale, et il figure dans les papyrus médicaux égyptiens anciens, comme remède contre les inflammations et les fièvres. Dans la tradition ayurvédique, le fenugrec est l'une des plantes les plus prescrites pour régénérer les tissus. Le fenugrec contient des saponines stéroïdiennes, notamment la diosgénine, qui ont été montrées comme modulateurs de l'inflammation et régulateurs de la glycémie. Mais ce qui est particulièrement remarquable pour la régénération tissulaire, c'est la présence de 4-hydroxyisoleucine, un acide aminé rare qui améliore la sensibilité à l'insuline des cellules musculaires et hépatiques. Une glycémie bien régulée, comme nous l'avons vu avec le vinaigre de cidre, protège directement les fibres de collagène contre la glycation. L'infusion de graines de fenugrec est préparée en faisant tremper une cuillère à café de graines entières dans 250 ml d'eau chaude pendant la nuit, puis en filtrant et en buvant l'eau de trempage le matin. Cette méthode de préparation est précisément celle décrite dans les textes ayurvédiques anciens. Le goût est légèrement amer et rappelle le caramel. L'effet sur la glycémie matinale est documenté et mesurable dès les 2 premières semaines. La 14e boisson est le jus de betterave fermenté, connu en Europe de l'Est sous le nom de kvass de betterave ou bortsch fermenté. La betterave est mentionnée dans des textes agricoles hébreux et était cultivée en Mésopotamie depuis au moins 2000 avant J.C. Dans les traditions médicinales romaines et hébraïques, le jus de betterave était utilisé pour soutenir la fonction hépatique et améliorer la circulation sanguine. Mais voici ce que ces civilisations ne pouvaient pas savoir et que nous savons maintenant. La betterave est l'une des sources les plus concentrées de nitrates alimentaires dans tout le règne végétal. Ces nitrates ne sont pas les nitrates de mauvaise réputation que l'on associe aux charcuteries industrielles. Ce sont des nitrates inorganiques naturels qui suivent une voie métabolique complètement différente dans votre organisme. Voici le mécanisme. Les nitrates alimentaires de la betterave sont absorbés dans l'intestin grêle et entrent dans la circulation sanguine. Les glandes salivaires les concentrent et les sécrètent dans la salive. Les bactéries anaérobies qui vivent naturellement sur votre langue convertissent ces nitrates en nitrites. Ces nitrites sont ensuite absorbés dans l'estomac et convertis en oxyde nitrique, notamment en conditions acides, avec l'aide de la vitamine C. L'oxyde nitrique est le vasodilatateur endogène le plus puissant connu. Il détend les cellules musculaires lisses des parois vasculaires, augmente le diamètre des vaisseaux sanguins,
réduit la résistance périphérique et améliore le flux sanguin vers tous les tissus de l'organisme, y compris la peau, les muscles, le cerveau et les organes reproducteurs. Une étude publiée dans Hypertension a montré qu'une consommation quotidienne de 250 ml de jus de betterave réduisait la pression artérielle systolique de 8 points en moyenne. Un effet comparable à celui de certains médicaments antihypertenseurs de première ligne. Des études sur les performances sportives publiées dans le Journal of Applied Physiology ont montré que le jus de betterave réduisait la consommation d'oxygène lors d'un effort sous-maximal de 5 à 8%, ce qui signifie que les muscles travaillent plus efficacement avec la même quantité d'oxygène disponible. La version fermentée est encore plus puissante, car le processus de fermentation augmente la biodisponibilité des bétalaïnes, les pigments rouges de la betterave, qui sont eux-mêmes de puissants antioxydants documentés pour réduire les marqueurs du stress oxydatif et de l'inflammation. Pour préparer le kvass de betterave traditionnel, coupez 2 betteraves crues biologiques en dés, placez-les dans un bocal en verre avec une pincée de sel de mer et couvrez d'eau filtrée. Laissez fermenter à température ambiante pendant 48 à 72 heures en couvrant d'un linge propre. Le liquide devient d'un rouge profond et légèrement pétillant. Filtrez et buvez 100 à 150 ml par jour. La 15e boisson est le thé de fenouil. Le fenouil est mentionné dans les textes médicaux hébreux et grecs depuis l'Antiquité comme plante digestive, antispasmodique et régénératrice pour les femmes. Dans la tradition hippocratique et dans les écrits de Galien, le thé de fenouil était prescrit pour réduire les inflammations digestives, améliorer la lactation et soutenir la santé hormonale. Le fenouil contient de l'anétol, un composé qui module les récepteurs aux œstrogènes et possède des propriétés anti-inflammatoires documentées dans plusieurs études in vivo. Il contient également de la quercétine et du caemphérol, 2 flavonoïdes qui inhibent les métalloprotéines matricielles. Ces enzymes, dont nous avons parlé dans une autre vidéo qui décompose le collagène lorsqu'elles sont hyperactivées par l'inflammation chronique. Une infusion de graines de fenouil écrasées ou de fronde fraîche, préparée en versant de l'eau bouillante et laissée infuser 10 minutes, est l'une des boissons les mieux documentées pour réduire l'inflammation intestinale, améliorer la digestion et protéger indirectement les fibres de collagène des effets délétères de l'hyperinflammation systémique. La 16e boisson est le lait d'amande traditionnel. Les amandiers sont mentionnés dans la Genèse, dans l'Exode et dans plusieurs livres prophétiques. L'amande était un aliment de première importance dans toute la région du Proche-Orient ancien. Les amandes étaient pressées, broyées ou mélangées à l'eau pour produire des boissons lactées bien avant l'essor des produits laitiers dans certaines régions. Et cette tradition de lait végétal à base d'amandes, transmise de génération en génération à travers les cultures méditerranéennes et du Proche-Orient, repose sur quelque chose de biologiquement solide. Le lait d'amande traditionnel, préparé en faisant tremper des amandes entières non traitées pendant la nuit, en les mixant avec de l'eau et en filtrant, est fondamentalement différent du lait d'amande industriel vendu en briques dans les supermarchés. Ce dernier contient en général moins de 2% d'amandes. Le lait traditionnel en contient 15 à 20%. Cette différence est capitale et elle est rarement mentionnée. Les amandes sont riches en vitamine E, le principal antioxydant liposoluble de la peau. La vitamine E ne se dissout pas dans l'eau. Elle se concentre dans les membranes cellulaires lipidiques et les protège des dommages oxydatifs, causés par les rayons UV et les radicaux libres. Elle travaille en synergie avec la vitamine C en régénérant les molécules de vitamine C oxydées, permettant à celle-ci de continuer à jouer son rôle dans la synthèse du collagène. C'est une relation de synergie circulaire. La vitamine C neutralise un radical libre et devient oxydée. La vitamine E la régénère. Les deux travaillent ensemble en permanence pour maintenir l'intégrité structurale de chaque membrane cellulaire de votre organisme. Les amandes sont également une source d'arginine,
un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique dont nous venons de parler avec la betterave, et de manganèse, un coenzyme impliqué dans la formation de la matrice de collagène du cartilage articulaire. Faites tremper 100 g d'amandes brutes non pelées pendant 12 heures. Mixez avec 1 litre d'eau filtrée pendant 2 minutes. Filtrez avec un linge propre. Conservez au réfrigérateur jusqu'à 3 jours. Vous pouvez l'aromatiser avec une datte, une pincée de cannelle ou quelques gouttes de vanille pure pour une boisson qui n'a rien à envier aux produits commerciaux à 4 € le litre. La 17e boisson est l'infusion de thym. Le thym figure parmi les plantes les plus mentionnées dans les textes médicaux du monde ancien. Dans les traditions hébraïques et grecques, il était brûlé comme encens purifiant, utilisé en cuisine et prescrit en infusion pour les infections respiratoires et les inflammations chroniques. Les légionnaires romains en emportaient dans leur bagage et l'ajoutaient à leur bain avant les batailles. Et le thymol, son principe actif principal, est aujourd'hui encore l'un des composants de nombreux antiseptiques buccaux et respiratoires. L'intérêt du thym pour la régénération cellulaire va cependant bien au-delà de ses propriétés antimicrobiennes. Une étude publiée dans Food Chemistry a documenté que les flavonoïdes du thym, notamment le lutéoline et l'apigénine, inhibent significativement les voies de signalisation NF-κB et COX-2, deux des principaux régulateurs de l'inflammation chronique dans l'organisme. L'inflammation chronique de bas grade est aujourd'hui considérée comme le mécanisme central du vieillissement accéléré dans quasiment tous les systèmes biologiques, de la peau aux articulations en passant par le cerveau et les vaisseaux sanguins. Une infusion de thym frais ou séché, préparée avec quelques brins dans de l'eau bouillante et laissée infuser 10 minutes, est l'une des boissons anti-inflammatoires les moins chères et les plus accessibles qui existent. La 18e boisson est l'eau de miel et de vinaigre, connue dans la tradition gréco-romaine et hébraïque sous le nom d'oxymel. L'oxymel est mentionné dans les écrits d'Hippocrate, de Dioscoride et dans de nombreux textes médicaux romains comme remède universel pour les infections, les douleurs et les maladies chroniques. Il s'agit d'un mélange de miel brut non pasteurisé et de vinaigre de cidre, dilué dans de l'eau tiède. Le miel brut n'est pas le miel filtré et pasteurisé que vous trouvez en grande surface. C'est le miel opaque, légèrement cristallisé, qui contient encore ses enzymes, ses peptides antimicrobiens, ses composés phénoliques et ses prébiotiques naturels. Le miel brut contient du peroxyde d'hydrogène généré enzymatiquement, des défensines, des flavonoïdes et de l'acide gluconique. Sa capacité à moduler le microbiome intestinal et à soutenir les bactéries bénéfiques a été documentée dans plusieurs études publiées dans le journal Nutrient. Combiné au vinaigre de cidre, qui apporte l'acide acétique régulateur de glycémie dont nous avons parlé, l'oxymel représente l'une des boissons les mieux documentées historiquement et les plus cohérentes biochimiquement pour soutenir la santé digestive, l'immunité et la régulation glycémique simultanément. Préparez-le avec une cuillère à café de miel brut et une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau tiède. Buvez-le le matin à jeun ou avant le coucher. La 19e boisson est l'infusion de graines de lin. Le lin est l'une des plus anciennes plantes cultivées par l'homme. Les graines de lin carbonisées datant de 30 000 ans ont été retrouvées dans des sites archéologiques en Europe. Dans les traditions hébraïques et égyptiennes, le lin était omniprésent comme textile et comme aliment médicinal. Hippocrate lui-même recommandait les décoctions de lin pour apaiser les inflammations des muqueuses digestives. Et cette prescription millénaire a une base biochimique remarquablement précise. L'eau de lin, préparée en faisant tremper des graines de lin entières dans de l'eau froide pendant 8 heures, produit un liquide légèrement visqueux chargé en mucilage, en lignane
et en acide alpha-linolénique. Un acide gras oméga 3 précurseur des séries anti-inflammatoires, EPA et DHA. Ce liquide visqueux n'est pas un défaut. C'est exactement ce que vous voulez. La viscosité provient des mucilages, des polysaccharides solubles, qui enrobent et tapissent la muqueuse intestinale comme un film protecteur. Ce film réduit l'inflammation locale des parois intestinales, améliore l'intégrité de la barrière épithéliale et ralentit l'absorption des glucides, contribuant à une glycémie plus stable après les repas. Les lignanes du lin sont des phytoestrogènes qui ont une action modulatrice sur les récepteurs hormonaux. Ils ne se comportent pas comme des estrogènes de synthèse. Ils agissent comme modulateurs sélectifs, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir un effet légèrement estrogénique lorsque les niveaux hormonaux sont bas et un effet anti-estrogénique lorsque les niveaux sont trop élevés. Plusieurs études cliniques ont documenté leur rôle dans la réduction des bouffées de chaleur, l'amélioration de la densité osseuse et la protection de la muqueuse intestinale chez les femmes en périménopause. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a conclu que la consommation régulière de graines de lin réduisait significativement les marqueurs d'inflammation systémique, notamment la CRP et l'IL-6, deux cytokines directement associées à la dégradation accélérée du collagène et au vieillissement cutané prématuré. Une barrière intestinale saine est le prérequis absolu de toute absorption correcte des nutriments dont votre corps a besoin pour régénérer ses tissus. Un intestin perméable et inflammé ne peut pas absorber efficacement les acides aminés du bouillon d'os, la vitamine C du citron, ni les minéraux du romarin. L'eau de lin travaille donc en amont de toutes les autres boissons de cette liste, en s'assurant que la porte d'entrée des nutriments, votre intestin, fonctionne correctement. Préparez votre eau de lin en faisant tremper 2 cuillères à café de graines entières dans 500 ml d'eau froide pendant la nuit. Filtrez et buvez le liquide le matin, en laissant les graines de côté ou en les consommant avec votre petit déjeuner, saupoudré sur un yaourt ou dans un smoothie. La 20e et dernière boisson de cette liste est le jus de grenade, de gingembre et de curcuma combiné, ce que les traditions médicinales du Proche-Orient appelèrent parfois une décoction régénérative, un mélange de plusieurs plantes pour démultiplier leurs effets respectifs. Et c'est ici que je veux vous laisser avec quelque chose d'important. Chaque boisson de cette liste agit sur un mécanisme biologique précis et documenté. L'eau minéralisée hydrate et apporte des cofacteurs enzymatiques. Le kéfir régénère le microbiome. Le jus de grenade active la mitophagie. Le gingembre réduit les cytokines inflammatoires. Le curcuma active NRF2. L'eau citronnée active la synthèse du collagène. Le bouillon d'os apporte les acides aminés structurels. L'infusion de sauge protège le cerveau. Le vinaigre de cidre régule la glycémie. L'aloe vera stimule les fibroblastes. Le romarin active la défense antioxydante endogène. L'eau de noix de coco rééquilibre les électrolytes. Le fenugrec protège contre la glycation. Le jus de betterave dilate les vaisseaux et irrigue les tissus. Le thé de fenouil inhibe les métalloprotéines. Le lait d'amande nourrit les membranes cellulaires en vitamine E. L'infusion de thym bloque NF-CoB et COX-2. L'oxymel soutient le microbiome et la glycémie. L'eau de lin protège la muqueuse intestinale. Et la 20e, la décoction combinée, démultiplie ses effets en synergie. Ces boissons n'ont pas été inventées par une marque. Elles n'ont pas été développées dans un laboratoire. Elles ont été découvertes par des civilisations entières qui observaient les effets de ces plantes sur le corps humain pendant des générations, les documentaient dans leurs textes sacrés et médicaux et les transmettaient de siècle en siècle. La science moderne arrive maintenant avec ses outils d'analyse moléculaire et de biochimie cellulaire et elle confirme, mécanisme par mécanisme, que ces boissons faisaient exactement ce que les anciens avaient observé empiriquement.
La stratégie de régénération la plus puissante ne se trouve pas dans une capsule vendue à 90 € le flacon. Elle se trouve dans des textes vieux de 3000 ans. Et maintenant, vous savez exactement quoi préparer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention et de votre curiosité. Ce type de contenu prend beaucoup de temps à préparer. Et chaque j'aime que vous laissez permet à cette chaîne de continuer à exister et à atteindre des personnes qui cherchent de vraies réponses. Laissez un commentaire et dites-moi quelle boisson vous avez le plus envie d'essayer. Est-ce le kéfir? Le jus de grenade? L'oxymel? Je lis chaque commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Chaque semaine, nous explorons la jonction entre la sagesse ancienne et la biochimie moderne, parce que les réponses les plus précieuses sur la santé humaine ne sont pas toujours les plus récentes. Parfois, elles sont les plus vieilles.